Merci. Lorsqu'on grandit, on veut déployer ses ailes, aller voir ailleurs. Lorsqu'on mûrit, on comprend mieux la valeur de ses racines et tout ce qu'on doit à ses origines. C'est pourquoi il m'est apparu tout à fait normal, absolument évident, que je devais venir ici, à Thetford, pour lancer la campagne qui pourrait me mener à diriger le Parti québécois et, si les Québécoises et les Québécois le veulent, à former une équipe de gouvernement. J'ai juste assez vécu, juste assez longtemps, pour savoir que je suis, plus que toute autre chose, un petit gars de Thetford. C'est ici, dans le quartier Saint-Noël, par là, devant le magasin familial Lisez IGA. Lisez, vend moins cher. C'était notre slogan. C'était osé. Ça réussissait. Que j'ai découvert la vie, l'amitié, les saisons. C'est ici, dans le quartier O'Meara, où ma mère habite toujours, où j'ai toujours ma chambre, que j'ai fait mes premiers mauvais coups, que j'ai embrassé ma première blonde, que j'ai bu ma première bière, que j'ai eu ma première peine d'amour. Il venait d'un tout petit village, Fontainebleau, près du moins petit village de Wheadon. Oser, c'est lui. Réussir, c'est lui. Il voulait toujours se dépasser. Lui, le fils de l'épicier, d'abord, il voulait séduire la magnifique fille du maire, ma mère André, déménager à Thetford et ouvrir ce qui était alors la plus grande épicerie indépendante du Québec. Mon père est devenu, depuis Thetford, l'épicier de l'année. C'était quelque chose. Pour mon père, la vie était un défi sans cesse recommencé. Il passait d'un succès à l'autre, apprenait, appliquait chaque leçon à son entreprise suivante. Épicerie, taverne, vente de maisons mobiles, immobilier. Je l'accompagnais dans chacune de ses aventures. J'apprenais avec lui la difficulté de l'entrepreneur et la fierté d'être son propre patron. Entreprendre, c'est inventer. Prenez l'hôtel Manoir Weber au coin de Notre-Dame et Saint-Alphonse. C'était un hôtel vieillot qui vivotait. Mon père l'a acheté avec un associé, l'a remis en état. Ma mère a aidé à décorer des chambres. Mon père a ouvert le bar, a fait la première brasserie avec la première terrasse de la région. C'était plein à craquer tous les soirs, toutes les fins de semaine, jusque tard à l'automne, les terrasses. Il n'y en avait pas à Thetford, des terrasses. Il fallait monter à Québec ou à Montréal. Maintenant, on avait notre terrasse, puis on ne voulait pas la lâcher. Il ne connaissait rien à l'hôtellerie. Il en a fait un grand succès. Il l'a vendu pour passer à autre chose. Un incendie, ensuite, en a effacé toutes les traces, sauf dans nos mémoires. J'ai appris avec lui ce qu'était le respect et le leadership. Il m'arrivait de travailler au sous-sol de l'épicerie. Quelqu'un nous avertissait « Monsieur Lisée vient d'arriver dans le stationnement. » Et là, les cigarettes s'écrasaient, les bouteilles de coke se rangeaient, la cadence augmentait automatiquement. Mon père ne viendrait jamais dans le sous-sol. Il ne viendrait pas. Mais la simple évocation de sa présence dans les parages nous rendait plus vaillants. C'est ça aussi, le leadership. Dans cette ville, parmi les plus syndiquées au pays, mon père était, comme beaucoup de patrons, vigoureusement antisyndical. Mais il n'était pas fou à temps plein. Alors, il donnait à ses employés exactement les mêmes conditions de travail que ceux qui travaillaient chez Dominion, qui, eux, étaient syndiqués, et qui, en plus, devaient payer des cotisations pour avoir ces conditions-là. Moi, j'étais foncièrement pro-syndical. Et on a eu des engueulades épiques. Épiques, lui et moi. D'autant qu'au début, il croyait que les péquistes étaient des bandits communistes. Je cite au texte. Des bandits communistes. Il a fini par voter PQ plusieurs fois. Il s'est réconcilié avec les bandits et avec les communistes. Mais ces engueulades ont été tempérées d'un humour constant. Il était drôle à nous faire rire, à nous faire pleurer de rire. Il avait du bagou, il avait du charme. Il nous a quittés à 62 ans, en 92, fauché par un cancer qui lui a pourri la dernière décennie de sa vie.
Je suis beaucoup mon père, et encore plus en vieillissant. Et quand je dis que je veux être le candidat et le premier ministre des PME, c'est à lui que je le dois. C'est lui qui parle en moi. Moins de paperasse, plus de liberté de réussir, moins de mesquinerie de la part de Revenu Québec. Et je suis très content de constater que parmi toutes les villes du Québec, Thetford Mines est une de celles où c'est le plus facile d'entreprendre, où il y a le moins de paperasse. Alors j'aimerais amener l'esprit de Thetford Mines pour l'entrepreneurship partout au Québec. Je suis aussi André, ma mère, qui est là, que j'embrasse. Ma mère qui est de cette génération de Québécoises qui a fait du féminisme un combat personnel et qui ont ainsi transformé les rapports dans leur couple et dans la société. Maman nous a transmis, à ma sœur Marie-Claude et à moi, une vision de l'égalité et du respect. Le souci du travail bien fait aussi, jusqu'au bout, jusque dans les détails. L'esprit de famille. En plus, une grande force de caractère et un très net penchant pour la franchise. Je peux vous dire une chose, ça va mal se passer si vous êtes son fils et que vous avez le malheur de sacrer en public. Je ne vous le conseille pas. Mais ma mère, ça a été la porte d'entrée, ma porte d'entrée vers la culture. Ceux qui ne sont pas de Thetford ne le savent pas, mais on est dans le circuit des spectacles, du théâtre, de la chanson, des tournées. Maman insistait pour qu'on y aille, à chaque fois. Grâce à elle, j'ai découvert Gilles Duceppe, inoubliable, dans Mort d'un commis voyageur à l'auditorium de la polyvalente de Thetford. Jean Duceppe. J'ai dit Gilles. Jean Duceppe, c'est son père, vous savez, c'est son père. J'ai vu Yvon Deschamps, il venait chaque année dans la salle paroissiale. On y était chaque année. Jacques Michel, Gilbert Bécaud venaient chanter à l'église Sainte-Marthe. On y était. Maman était abonnée à tout. On allait partout. Puis parfois, elle nous amenait jusqu'au nouveau Grand Théâtre à Québec pour voir Michel Fugain et le Big Bazar. Et puis chaque année, on allait en famille à l'Expo Québec voir les Ice Capes. Ça, c'était quelque chose. Un autre personnage a beaucoup influencé ma pensée, mon oncle Doris. Marie-Claude, ma sœur adorée, en a parlé. Doris était à la fois le père Gédéon de la série de la famille Plouffe, un philosophe et un proche de René Lévesque. On le voyait plusieurs fois par année et chacune de ses apparitions était comme une petite tornade de bonne humeur, de charme, de passion et d'idées qui traversaient nos vies. C'est par lui que l'indépendance est entrée dans mon esprit. Je devais avoir 8 ans quand mon père nous a crié, à Marie-Claude et à moi, « Venez dans le salon, mon oncle Doris passe à la TV ». Alors j'étais très déçu, il n'était pas déguisé en père Gédéon, il était juste assis devant un journaliste. Il parlait de l'indépendance du Québec, de la séparation. C'était l'époque, 66, 67, où les enfants que nous étions voyons à la télé ces énormes camions qui prenaient la terre creusée dans les métros de Montréal pour construire l'île Notre-Dame et l'île Sainte-Hélène pour l'Expo. Alors moi, dans ma petite tête, je me suis dit, mon oncle Doris, il veut prendre tout le Québec, le mettre dans ces gros camions-là et le séparer du Canada. Alors la fois suivante, j'ai dit, mon oncle, tu sais, si on est pour faire ça, là, est-ce qu'on peut transvider le Québec un peu plus au sud, où il fait plus chaud? C'est à Thetford que j'ai commencé à militer au parti. Jean Sanson vous l'a raconté. On parlait beaucoup de politique à la maison. Daniel Johnson, le père, avait voulu que mon père se présente. Il avait dit non. Jean Lesage, un jour, lui avait demandé. Les libéraux lui demandaient. Et un jour, sous Jacques Parizeau, il a reçu un appel du Parti québécois pour qu'il se présente. Il a dit, vous devez vouloir parler à mon fils. On était très engagés dans ce débat-là. Et cette anecdote tout à l'heure de mon père avec le non, de ma mère avec le oui, ça se faisait dans la convivialité, dans la bonne humeur. On était présents dans le monde politique qui se déroulait autour de nous. Ça faisait partie de notre vie. C'était normal. Alors c'est ici que j'ai voulu devenir journaliste, comme Tintin et Bob Moran. J'ai travaillé dans les hebdos, Le Progrès de Thetford, L'Or Blanc, Thetford Dimension.
j'ai suivi la grande grève de l'amiante, pas celle de nos grands-pères, celle de nos pères en 1975. La santé et la sécurité au travail étaient un enjeu majeur. Et personnellement, contrairement à mon ami Denis Nadeau, qui ne voulait pas mettre les pieds dans une mine, son père étant mineur, moi je trouvais inconcevable d'avoir vécu à Thetford sans avoir travaillé dans une mine. Alors un été, comme les étudiants, je suis allé à la mine nationale. Notre tâche était simple. D'abord, il fallait monter sur les grandes poutres près du plafond, se mettre un califourchon dessus, et il y avait à peu près ça d'épais de poussière d'amiante accumulée. On avait des brosses, et on envoyait ça dans l'air. Complètement illégal aujourd'hui. Il y aurait des gens arrêtés pour demander à quelqu'un de faire ça. Ensuite, on descendait avec des grands balais, on faisait des tas. Ensuite, on pelletait les tas sur le convoyeur qui amenait ses résidus d'amiante sur les grandes montagnes noires, brunes, grises que l'on voit autour de nous. Parfois, le convoyeur bloquait. Et là, ça refoulait. C'était arrosé, ça refoulait dans un tout petit local qu'on appelait le B4. Et là, ça créait de la boue de poussière d'amiante. Là, on descendait là-dedans, on en avait jusqu'aux genoux. Là, on pelletait la poussière, la boue d'amiante sur le convoyeur. Il faisait chaud là-dedans comme dans un sauna. On se faisait des muscles. C'était dur pour nos poumons. C'était renversant. Alors évidemment, les compagnies savaient depuis des décennies que c'était dangereux pour nos poumons. Et comme les compagnies de tabac niaient tout. Et ensuite, grâce aux luttes ouvrières, celle de 1975, la commission Baudry, qui est venue siéger à Thetford et que j'ai couvert comme journaliste, on a eu des mesures de protection de la santé et de la sécurité du travail. Et pour moi, ça a été une grande école de justice sociale et de progrès social. Quand je me suis lancé en journalisme, mon ressort principal, c'était la curiosité. Je voulais savoir comment fonctionnent les choses, la société, connaître l'envers du décor, les raisons cachées, découvrir les mensonges et les révéler aux lecteurs. Mais j'ai été rattrapé par une autre motivation, être curieux de ce qui améliore la condition humaine. Mon goût pour le Québec, je l'avais ici, à Thetford, pendant mes études de droit, mes années de militantisme étudiant, pendant que je faisais de la radio la nuit à CKAC. Mais c'était un goût pour le Québec un peu ordinaire, qui allait de soi. Et mon grand rêve, c'était d'être correspondant à l'étranger. Il m'est arrivé quelque chose. Je suis resté 4 ans en France, 4 ans aux États-Unis. Mon vœu était exaucé. J'ai vu là, comme ici, les réussites, les échecs, les bons, les bruts et les truands. Puis j'ai écrit mon premier livre, qui a fait comme la jonction entre l'étranger et chez moi. Dans l'œil de l'aigle, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'histoire moderne du Québec vue à travers les yeux des Américains et des Français. Puis pas n'importe lesquels. Kennedy, De Gaulle, les analystes de la CIA, de Wall Street, les diplomates, même le Pentagone. Il y avait à l'époque une grande question. C'était après le référendum de 80. On ne savait pas, est-ce que les Américains nous auraient laissé partir? Il y a des gens comme Claude Castonguay, le grand libéral, qui disaient non, ils nous auraient empêchés de partir. Il y avait même un souverainiste, Pierre Vallière, qui avait écrit tout un livre qui s'appelle « Un Québec impossible ». Donc la question n'avait pas de vraie réponse, c'était de la spéculation. Et moi, grâce aux entrevues que j'ai faites, les documents que j'ai obtenus, j'ai dit, écoutez, finalement, c'est oui. Ils nous auraient laissé partir. C'était pas leur premier choix. Il y a mieux un Canada uni, mais ils ont écrit dans un document fait pour Henry Kissinger et Jimmy Carter la phrase qui suit: « Il n'y a aucun doute que le Québec serait un membre responsable de la famille des nations. » Aucun doute. Et ce qui m'a frappé dans ces textes, dans ces entrevues, c'est le respect que les Américains, les Français et d'autres avaient pour nous. Ils nous respectaient, nous, davantage que nous nous respections nous-mêmes. Certainement davantage que les Canadiens nous respectaient. Mais c'est ce respect-là ça a comme fait un déclic dans ma tête. Nous sommes respectables. Et en fait, nous sommes admirables. Et une fois qu'on est allé à l'étranger et qu'on a vu leurs points de beauté puis leurs verrues, puis qu'on revient chez nous, puis qu'on regarde nos points de beauté puis nos verrues, on se dit, ouais, on est respectable et à plusieurs égards, on est admirable.
Et j'étais souverainiste avant, mais je suis devenu encore plus. Parce que je me suis dit, l'expérience québécoise ne peut être complètement admirable que si elle se libère de ces sabots de Denver, qui est l'appartenance au Canada, qui est le compromis constant qu'on doit faire avec des gens qui sont respectables et admirables, mais pas pour les mêmes raisons que nous. Ça n'a pas de sens qu'on vive pour toujours dans la maison de la nation de nos voisins. Ça n'a pas de sens. La chose la plus porteuse, la plus libératrice, celle qui va nous donner le plus d'énergie, c'est d'être, comme mon père, son propre patron. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis de bonne humeur à chaque fois qu'il y a un artiste québécois, une entreprise québécoise, une ville québécoise qui innove, qui réussit, qui brille. Je suis de mauvaise humeur chaque fois que je vois quelqu'un qui dit « Savez-vous, notre objectif, ce devrait être d'être dans la moyenne canadienne ou dans la moyenne américaine. » Qu'est-ce que c'est ça comme objectif d'être dans la moyenne de quelqu'un d'autre? Ça n'a pas de sens. Notre objectif, c'est d'être soi-même, d'être originaux, d'être meilleur que soi-même, de se dépasser soi-même. Et lorsque le gouvernement libéral actuel nous dit qu'il faut atteindre la moyenne canadienne, ça me met en rogne, c'est tellement contre-productif, ça nous coupe les ailes, ça nous appauvrit dans tous les sens du terme. Alors moi, M. Couillard, il y a une chose que j'espère pouvoir faire d'ici 2 ans, c'est de débattre avec lui. Avez-vous hâte de me voir débattre avec M. Philippe Couillard? Bon, je doute de moi. Je fais des erreurs. Peut-être que je les avais pas, ces 2 points-là, finalement. Je suis pas certain, là. Je commence à me le demander. Je suis toujours à la recherche de nouvelles informations, de nouveaux points de vue. Je veux qu'on me contredise. Ça, ma mère fait sa part. Je veux qu'on me remette en question. Je m'entoure de gens solides. Savez-vous le genre d'équipe que je voudrais diriger? Une équipe avec des gens compétents, intègres, dynamiques, des gens comme Véronique Yvon, comme Alexandre Cloutier, comme Martine Ouellette, comme Sylvain Gaudreault, Diane Lamarre et beaucoup d'autres. Aimeriez-vous ça, avoir une belle équipe comme ça au pouvoir? Je suis un père depuis 17 ans, 5 fois. Ça change tout. Ça ramène à l'essentiel, ça rouvre les canaux émotifs, ça ranime l'enfant en soi, ça transforme le sens des responsabilités. Ça fait comprendre de l'intérieur le système de garde, le système d'éducation, le système de santé. C'est très, très, très éclairant pour quelqu'un qui veut changer la politique. Mais voir ces bouts de choux courir après les vagues à la mer, lancer des roches dans le lac, cueillir des fleurs partout, partir une collection de boules de neige. Le bonheur d'en avoir plusieurs, c'est indescriptible. L'enfant, c'est la ressource renouvelable de la joie de vivre, emmêlée aux bobos et aux troublantes découvertes de l'adolescence. On se redécouvre. À travers les enfants, on revoit l'enfant en soi, les sentiments qu'on avait oubliés, les engouements, les angoisses, les petites joies, les grandes découvertes. On jette un regard attendri sur son propre passé et on redécouvre ses propres parents. Ils sont devenus des complices. Nous sommes entrés dans leur club, le club des parents. Nous sommes enfin à leur échelle et eux à la nôtre. On les aime autrement, mieux. Je m'efforce de transmettre à mes enfants une attitude où il faut savoir trouver le bon côté des choses, les aspects sérieux du rire et les aspects loufoques des drames. La discipline aussi. C'est compliqué, la discipline. Lorsqu'on édicte une règle, elle doit être claire, constante et appliquée sans broncher. Vous savez ce que je veux dire. Mais dans ce cadre sécurisant, il faut aussi introduire la tolérance, l'exception, le goût épisodique de la rébellion.
C'est une tâche qui demande infiniment plus de doigté, il me semble, que de diriger un parti, même le Parti québécois. Je veux remercier ceux qui ont parlé avant moi. J'ai l'habitude de dire, lorsque des gens me lancent des fleurs de façon aussi biaisée, vraiment biaisée, de dire, si mon père avait été là, il aurait été très fier. Si ma mère avait été là, elle vous aurait cru. Ma mère est là, elle a l'esprit critique. Elle n'a pas tout. Mais juste 60% de tout ce que vous avez dit, ce serait déjà bon. Denis Nadeau, Clément Marchand, ma sœur adorée Marie-Claude, Marcel Côté, Jean Sanson, Marc Bouliane, Noëlla, Jérémy Marchand, qui représente l'avenir du Parti québécois, toute mon équipe, notamment Caroline Bouchard, une organisatrice hors pair. Vous avez un mandat en sortant d'ici, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, si vous voulez qu'on réalise ce dont on vous a parlé. Acheter, vendre des cartes de membres, contribuer à la campagne, convaincre autour de vous. Nous sommes nombreux aujourd'hui, nous devons être de plus en plus nombreux pour être majoritaires le 7 octobre. En terminant, je vais vous raconter quelque chose. À quelques minutes d'ici, sur la rue Notre-Dame, il y avait une petite bijouterie. À 16 ans, mon père a décidé de m'y amener pour ma fête. Il pensait qu'il me fallait une vraie montre, une montre d'homme. Je l'ai choisie avec lui. Elle était dorée, avec une partie montre normale, avec des aiguilles, puis une partie digitale, qui faisait chronomètre et réveil matin. Une merveille pour l'époque, en 1974. Et vous pouvez voir sur les écrans, la montre de Thetford, la montre donnée par mon père, c'est le fil qui me rattache à lui et qui me rattache à vous. Comme journaliste dans les conférences de presse, comme conseiller auprès de Jacques Parizeau, sur les marches de Matignon ou de l'Élysée à Paris, jusqu'à la muraille de Chine et regardez, jusque dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Cette montre, elle était toujours là. Mes parents, mon père, Thetford Mines, vous m'avez donné l'heure juste sur la vie, sur les valeurs, sur l'audace. Ma volonté de donner l'heure juste sur le référendum qu'on ne doit pas tenir dans un premier mandat, ou sur l'immigration qu'il faut gérer plus prudemment, ou sur la rémunération des médecins qu'il faut geler, ou sur l'entreprise qu'il faut libérer, ou sur la laïcité de l'État qu'il faut affirmer, l'éducation qu'il faut prioriser. Cette volonté, elle vient d'ici, elle vient de vous. Bravo! Cette montre, votre montre, notre montre, je l'ai au poignet depuis 42 ans. Elle ne me lâchera pas. Je ne la lâcherai pas. Avec elle, je veux vous emmener tous dans cette course à la direction du PQ pour donner l'heure juste aux membres du Parti québécois, les anciens et les nouveaux, puis pour donner l'heure juste à toutes les Québécoises et à tous les Québécois à la prochaine élection. Avoir l'heure juste, donner l'heure juste, c'est la condition indispensable pour oser. C'est la condition indispensable pour réussir. Merci Thetford, merci à tous. Ensemble, on va oser. Ensemble, on va réussir.